À moins que vous ne soyez millionnaire, vous n'avez pas pu louper cette information dans les médias ou tout simplement en faisant vos courses. Depuis quelques mois, les prix ont augmenté. On appelle ça l'inflation. Dans la dernière émission que j'ai faite à ce sujet, je me suis principalement basée sur le travail de Pierre Funalo, doctorant en économie, et celui de Jonathan Marie, économiste et membre du collectif des économistes atterrés. On a essayé de comprendre, dans une longue chronique, quelles étaient les causes et les conséquences de l'inflation. Dans cette vidéo, que je vous invite vivement à regarder pour pouvoir comprendre l'émission d'aujourd'hui, on a conclu sur le fait que l'inflation n'était pas aussi dangereuse qu'elle n'y paraissait et qu'il fallait bien distinguer la crise du pouvoir d'achat de la crise de l'inflation. L'inflation est-elle la plus grande menace qui pèse sur notre économie aujourd'hui ? Que faut-il faire face à cette augmentation des prix ? La situation va-t-elle s'aggraver ? Que faire avec notre épargne lorsqu'on en a ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hanno Kouanatan. Bonjour. Bonjour Salomé. Alors vous êtes économiste et membre de l'Institut Rousseau. Vous avez occupé des fonctions dans le secteur financier, en banque d'investissement, en gestion d'actifs ainsi que dans le conseil. Vous avez notamment été économiste zone euro chez AXA Investment Managers. Plus récemment, vous étiez responsable du conseil économique au sein du cabinet EY. Et alors, j'ai envie de commencer cet entretien avec l'information, l'actualité qui a fait beaucoup de bruit. Selon l'INSEE, l'inflation va continuer à s'accélérer dans les prochains mois et pourrait atteindre 5,4% sur un an, en juin, toujours tiré par les prix de l'énergie, mais aussi de plus en plus par les prix alimentaires et les prix des services. Est-ce que cette augmentation continue de l'inflation est une mauvaise nouvelle ? Alors, les niveaux que l'on évoque actuellement restent relativement contraint, on va dire. Donc, on n'est pas dans une boucle où on aurait de l'inflation à plus de 2 chiffres et où ça deviendrait totalement incontrôlable. Donc, on n'est pas en hyperinflation. Donc, non, et je pense que vraiment, il faut réserver ce terme à des cas très spécifiques. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. On pense à l'Allemagne des années 20 ou plus récemment ce qui s'est passé au Zimbabwe. Mais là, vraiment, on parle de pays où il faut réimprimer des nouveaux billets toutes les heures. Donc, on n'est clairement pas dans cette situation. On a une inflation qui est forte, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays du sud de l'Europe également, quasiment le double de chez nous, mais qui reste relativement maîtrisé, dirons-nous. Et donc, quelles vont être les conséquences pour l'économie française de cette inflation, pour l'instant, qui est autour de 5%? Alors, la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, les salaires, que ce soit en France ou dans la zone euro, n'évoluent pas aussi vite et n'augmente pas aussi vite que l'inflation. Et donc, on arrive à ce fameux problème de pouvoir d'achat, qui est l'une des préoccupations principales des Français. C'est-à-dire que si vos revenus croissent moins vite que le niveau des prix de ce que vous consommez, forcément, vous perdez du pouvoir d'achat et vous avez l'impression de pouvoir moins consommer et moins profiter de votre vie. En fait, ce qu'on essayait d'expliquer dans la précédente émission, c'est qu'on peut avoir de l'inflation et ne pas perdre de pouvoir d'achat si les salaires sont indexés sur l'inflation. Absolument. Si les salaires étaient indexés, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas actuellement, ce serait une opération entre guillemets neutre. Mais encore une fois, il faut relativiser puisque même s'il y a une indexation, cette indexation se ferait sur l'inflation passée. Et donc, si l'inflation future accélère, vous aurez il y aura toujours un petit décalage, mais ce décalage serait moindre, bien entendu, que d'avoir votre salaire fixé pendant un an et avec une inflation qui accourt tous les mois. Et dans cette précédente émission, encore une fois que j'invite notre audience à regarder si ce n'est pas déjà fait, on revenait sur les causes de l'inflation. On a expliqué que l'une des causes principales de l'inflation aujourd'hui, mais pas uniquement la seule cause, c'était la guerre en Ukraine. C'était donc une inflation dite importée. Et on expliquait que la création monétaire, notamment liée à la Banque centrale européenne, n'était pas forcément à l'origine de l'inflation. Vous n'êtes pas forcément complètement d'accord avec cette vision de l'inflation ? Alors, je suis en partie d'accord. C'est-à-dire que la création monétaire n'est pas l'unique source d'inflation. Mais ça en est une. Mais ça en est une. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que, notamment l'activité de crédit, donc que vous et moi allions emprunter pour acheter une voiture, pour se payer des vacances ou pour acheter une maison, ou une entreprise lorsqu'elle fait du crédit pour avoir davantage de capacité de production, cela n'entraîne pas de l'inflation. Ça a un rôle. En revanche, et ça c'est plutôt vrai, c'est dans l'inflation actuelle que nous vivons, c'est davantage les problèmes que vous avez mentionnés, les disruptions de chaînes de valeur globales liées au monde post-Covid
Et on voit que c'est toujours pas terminé, puisque vous avez toujours des confinements, notamment à Shanghai. Donc vous avez l'usine du Monde qui est en partie toujours bloquée. Et vous avez les conséquences de la guerre en Ukraine, qui se voient sur les prix de l'énergie et qui se voient également de plus en plus sur les prix de l'alimentaire. Et même dans un second temps, qui sera un effet indirect sur les prix alimentaires, c'est via tout ce qui est engrais et fertilisants. C'est-à-dire un pays comme la Russie ou l'Ukraine exportent et fournissent énormément de fertilisants et d'engrais au monde. Ils en exportent de façon conséquente. Et la France en importe. Et la France en importe. C'est le cas aussi de nos voisins belges. Et donc, tout ça va également contribuer à l'inflation alimentaire. Oui, ce qui veut dire que tous les produits issus de l'agriculture vont augmenter. Et comment ça se répercute sur le reste de l'économie? Parce qu'on pourrait se dire, ça ne touche que les produits qui ont un rapport avec les engrais. Pourquoi l'inflation s'étend au reste des domaines? Alors en fait, l'inflation s'étend au reste des domaines. Là, vous avez mentionné l'alimentaire. En général, quand vous regardez le panier de l'inflation, l'alimentaire, c'est ce que vous achetez pour consommer à la maison. Mais ensuite, il y aura aussi ce que vous allez consommer dans votre cantine d'entreprise ou dans un restaurant. Là aussi, ça va être mécaniquement impacté, donc ça peut impacter les services également. Et donc toute la chaîne de valeur en fait qui va être liée et qui va être impactée par l'alimentaire va nécessairement subir des hausses de prix. Et juste pour vous donner un indicateur, parce que là on parle beaucoup de l'inflation qui est perçue et vécue par les consommateurs, mais il y a aussi une mesure des prix aux producteurs. Et donc tous les mois, il y a également une inflation qui est mesurée sur les prix des producteurs, c'est-à-dire les prix qui sont ceux des grossistes, ceux des industriels. Aujourd'hui, sur les prix alimentaires, l'indice des prix de production a augmenté de 11%. Et l'indice sur les prix alimentaires, donc la composante alimentaire de l'inflation en France, a augmenté uniquement de 4%. Et donc, vous voyez que là, potentiellement, il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage qui fait que forcément, ces entreprises qui produisent à 11% plus cher ne pourront pas éternellement se contenter de vendre à 4% plus cher. Donc il y a une inflation qui va être un peu reportée pour les consommateurs. Exactement. Et ça, il y a déjà nombre d'experts, notamment de la distribution, qui en ont parlé. Aujourd'hui, dans les prix que les consommateurs voient, notamment dans l'alimentaire, il n'y a pas encore l'impact de l'Ukraine. Oui, donc on parle finalement beaucoup de l'Ukraine, mais cette guerre en Ukraine n'est pas à l'origine de l'augmentation des prix que moi je vois dans mon supermarché. En fait, elle commence à arriver, mais elle n'est pas encore complètement là. Sur l'énergie, c'est un peu différent, parce que là, les prix sont déjà là, les prix étaient déjà très tendus, mais notamment sur l'alimentaire, il est possible que l'inflation alimentaire s'accélère encore sur les mois à venir. Et c'est d'ailleurs certainement pour ces raisons que l'INSEE voit un point haut un peu plus loin dans l'année. Mais alors, quelles vont être les conséquences pour les gens qui nous regardent? Ça va être une perte massive du pouvoir d'achat pour tout le monde en France? Alors là aussi, encore, faut relativiser dans le sens où très souvent, les consommateurs font des arbitrages. C'est-à-dire que, typiquement, quand on regarde la composante alimentaire, il y a pratiquement 7% de hausse sur les produits frais, mais il n'y a que 3% de hausse sur les autres produits. Donc, que vont faire les gens? Ils vont pas acheter changer notre façon de consommer. Exactement, ils vont s'adapter. Et l'autre chose aussi, c'est que les industriels et la distribution ont aussi des techniques pour un peu masquer l'inflation. Typiquement, vous allez avoir moins de promotions. Vous allez sans doute avoir une réduction de qualité de certains produits. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser des matières premières qui coûtent un peu plus cher, on va essayer d'économiser un petit peu et prendre une matière première qui coûte un peu moins cher. On va réduire le grammage dans le packaging. C'est assez courant, notamment dans les pâtes. Un paquet qui était à 500 grammes hier, il va être au même prix, mais il n'y aura plus que 400 grammes, par exemple. Donc pour le consommateur, c'est un petit peu masqué, parce que lui, il achète toujours son paquet de pâtes, mais en réalité, en fait, il mange moins et il paye plus. Et alors là, la grande question qui se pose, c'est comment on fait pour rompre ce cercle vicieux, encore une fois, de l'inflation
qui là, en l'occurrence, se traduit par une baisse du pouvoir d'achat parce que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Comment est-ce qu'on rompt ça ? Évidemment, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut arrêter l'inflation tout court, il faut en tout cas la faire baisser. C'était le cas du directeur de la Banque de France sur France Inter très récemment. Nous avons le devoir d'agir, parce que c'est notre mission. Nous en avons la volonté, je crois que je suis très clair. Et puis nous en avons la capacité. Il y a des moyens efficaces de lutter contre l'inflation. Nous allons les utiliser. À partir de l'été, je pense que la Banque Centrale Européenne relèvera progressivement ses taux d'intérêt. On le comprend, il est très possible il est même très probable que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux directeurs parce que ça a déjà aussi été fait récemment aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est comme ça qu'on lutte contre l'inflation ? La Banque Centrale Européenne n'a pas vraiment de choix que d'augmenter les taux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une institution qui doit aussi maintenir sa crédibilité. Donc, quand le taux d'inflation est au-delà de sa cible, donc la Banque Centrale Européenne a un mandat de 2% d'inflation. Oui, on rappelle que le rôle, on l'a déjà expliqué dans plusieurs émissions à Blast, le rôle de la Banque Centrale, un des rôles de la Banque Centrale, c'est de limiter l'inflation, de contrôler l'inflation. Exactement. Donc, elle a aussi une problématique de crédibilité. Si l'inflation atteint un certain niveau, elle se doit d'agir. Le problème, c'est qu'effectivement, une grande partie de l'inflation actuelle n'est pas contrôlée par les taux. C'est-à-dire, vous avez mentionné les prix de l'énergie, les prix agricoles. Ce n'est pas en remontant les taux qu'on va réussir à faire baisser ces prix-là, puisque ce sont des marchés mondiaux qui sont un équilibre de l'offre et de la demande sur ces marchés-là. Et donc, augmenter les taux n'aura pas forcément d'incidence sur ces matières premières-là. En revanche, ce que ça peut faire, c'est probablement créer une décélération de l'inflation sur les autres produits, donc les biens manufacturés et certains services où là, les gens vont prendre moins de crédit, où les entreprises également vont moins s'endetter pour augmenter leur capacité. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives pour, encore une fois, les citoyens lambda qui découleraient de l'augmentation de ces taux directeurs ? Alors, le citoyen lambda, celui qui a besoin de s'endetter, celui qui avait un projet, très clairement, il va être pénalisé. Si vous vouliez acheter un appartement, une maison, les taux sont déjà... Je pense que les banques ont déjà en partie rehaussé leurs taux et elles vont continuer de le faire avec l'action de la BCE. Et donc forcément, ça vous donnera une enveloppe plus faible pour acquérir un bien immobilier. Et on sait qu'en général, il y a un décalage entre la hausse de taux et donc la perte de pouvoir d'achat des acheteurs dans l'immobilier et l'ajustement des prix par les vendeurs. Donc, il y aura certainement un certain nombre de personnes qui vont être frustrées dans leur projet immobilier. Ensuite, ça peut aussi avoir un impact sur des entreprises qui sont fortement endettées. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes salarié d'une entreprise qui est fortement endettée, très certainement que cette entreprise doit faire rouler sa dette. C'est-à-dire que voilà, elle a un certain montant de dette, elle en rembourse, peut-être qu'elle a besoin de se réendetter à nouveau. Et donc, si sa charge de la dette augmente, ça peut la mettre en difficulté financière et avec les conséquences que ça peut engendrer, des défaillances, des licenciements, etc. Alors, on le rappelait, un des rôles de la Banque Centrale Européenne, c'est de limiter, de contrôler l'inflation. Mais on avait déjà expliqué dans d'autres émissions à Blast que ce n'était pas forcément indispensable, nécessaire, logique, cohérent de toujours vouloir contrôler ou limiter l'inflation. Il fallait avant tout réussir à conserver le pouvoir d'achat et que ça ne passait pas, encore une fois, forcément par le fait de diminuer l'inflation drastiquement. Vous partagez ce point de vue ? Alors, je pense qu'il y a certaines mesures qui ont un potentiel, certaines qui sont peut-être un petit peu plus discutables. Celle du plafonnement des loyers, il y a certaines villes en France qui le font. Avec notamment Paris, avec des résultats mitigés, dirons-nous, puisque il faut déjà contrôler que ces loyers soient effectivement bien au plafond. Il faut aussi, dans un marché très compétitif, vous avez aussi des potentiels locataires qui sont prêts à faire fi de ce plafonnement et à quand même louer au-delà de ces plafonds. Donc, faut être assez vigilant sur ce point-là. Sur le contrôle généralisé des prix, je suis aussi assez sceptique dans le sens où je pense que ça doit s'appliquer à des produits très clairement identifiés et qu'il est facile de contrôler. On peut penser, par exemple, que le pain, c'est quelque chose de facile de contrôler. Mais en réalité, moi, je vais chez le boulanger, j'ai la baguette blanche, j'ai la tradition je ne sais quoi. Et comment est-ce qu'on fait ?
on va définir une norme. Très bien. Comment est-ce qu'on l'applique ? Comment est-ce qu'on la fait contrôler ? Aujourd'hui, dans la plupart des départements français, il y a 6 ou moins de contrôleurs de la DGCCRF. Dans le département du Lot, vous en avez 1. Donc on aura un problème. Donc on aurait, exactement. En fait, on n'a pas aujourd'hui les outils pour mettre en place un contrôle généralisé des prix. Et je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce que l'on peut faire de façon simple et efficace pour les ménages. Donc c'est l'électricité, le gaz. Les prix de l'énergie de manière générale. Les prix de l'énergie de manière générale. En France, on a déjà un contrôle sur les prix des médicaments, puisque si vous voulez être éligible au remboursement de la sécurité sociale, vous devez vous plier à une certaine grille tarifaire. Et on a déjà aussi quelque part un encadrement du prix du travail, puisqu'on a un SMIC. Et là, en revanche, on peut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager d'augmenter le SMIC. Oui, mais on pourrait se dire, imaginez, moi je gagne 100 ou 200 euros de plus que le SMIC, et on augmente le SMIC, et en fait je me retrouve au SMIC alors que j'étais pas au SMIC. Comment je fais, moi, pour obtenir une hausse de salaire ? Ça veut dire que ça déclasse ceux qui étaient un peu dans la classe un peu au-dessus de ceux qui gagnaient le SMIC. Alors après, je pense que sur cette question des salaires, je pense qu'il y a quand même un contexte qui est relativement favorable pour engager des négociations. Premièrement, l'activité économique reste relativement forte en termes de demande. Deuxièmement, aujourd'hui, quand on sonde les entreprises, la plupart, ou en tout cas une part croissante, disent qu'elles ont des problèmes à trouver de la main-d'œuvre. Donc, potentiellement, ça veut dire que les salariés pourraient être en meilleure position aujourd'hui pour négocier qu'il y a 1 an ou 2. Donc, il faut tirer parti de ça. Et l'autre chose aussi, c'est que lorsqu'on met en place des mesures, on parle de... certains, par exemple, envisagent de donner des subventions, des chèques, etc. En fait, la problématique de faire un chèque, juste, c'est de se dire, l'entreprise en face, qui produit du diesel ou du sans-plomb, elle se dit, très bien, mes consommateurs ont davantage à dépenser, je peux encore augmenter les prix. Donc, il faut que ça s'accompagne d'une contrepartie. C'est-à-dire que... Donc, d'encadrer... Pas forcément. On pourrait très bien envisager une taxe exceptionnelle sur les entreprises de l'énergie, par exemple. Si vous créez une taxe exceptionnelle et que vous donnez des chèques, en fait, il n'y a pas d'incitation pour les entreprises à monter les prix, puisque l'excédent qu'ils vont faire va être imposé. Donc, vous voyez, si on fait juste un chèque, on peut se dire, en fait, on entretient l'inflation. Si on fait juste un chèque et qu'on prend des mesures pour désinciter les entreprises à augmenter les prix, soit en les imposant, ou alors en mettant en place une réglementation un petit peu plus complexe. Par exemple, au Brésil, il y a une formule de calcul pour le prix de l'essence. Donc ça veut dire que la principale compagnie nationale doit respecter une certaine formule de calcul et rester dans certaines limites lorsqu'elle veut augmenter les prix à la pompe. L'économiste, encore une fois, qu'on a reçu récemment, nous soulignait une autre problématique, c'est qu'on a un problème d'approvisionnement en énergie, très clairement, qui est accentué par la guerre en Ukraine. Et il y a des Français qui ont un SUV, qui ont une consommation très haute d'énergie, et d'autres qui ont une consommation très faible de par leurs revenus, et qui se retrouvent finalement à avoir les mêmes prix de l'énergie. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'avoir par exemple, un niveau de litres d'essence à partir duquel, quand on a consommé tant de litres d'essence, on paierait plus le litre d'essence. Encore une fois, dans le principe, je ne suis pas opposé. J'ai envie de dire que moi, je suis pour le principe de pollueur-payeur, de répartition et d'équité. La réalité, c'est que c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. En revanche, ce qu'on peut interroger, c'est par exemple, moi, quand j'étais enfant, il y avait la vignette. Elle a disparu. Donc, on pourrait très bien de nouveau créer une imposition sur plutôt les véhicules, parce qu'en fait, le problème, c'est que des gens achètent des SUV. C'est pas qu'ils veulent remplir leur réservoir du SUV. Une fois que vous avez votre SUV, vous n'avez pas le choix. Vous allez faire votre plein. Après, oui, est-ce que c'est récréatif ? Est-ce que c'est pour aller au travail ? C'est peut-être pas à l'État de se mettre là-dedans. En revanche, ce qui est certain, c'est que si l'État ne veut pas, et si on pense que pour la collectivité, il ne faut pas avoir de SUV,
désincitons les gens à acquérir des SUV. Enfin, il y a une question qui s'est beaucoup posée, c'est celle de l'épargne. Pour ceux qui ont de l'épargne, notamment les petits épargnants, on l'a dit, ils vont perdre de l'argent en réalité chaque année à cause de l'inflation. Si moi, mettons, j'ai un petit peu d'épargne, qu'est-ce que je dois faire avec mon épargne ? Il y en a qui ont commencé à dire qu'il valait mieux investir dans l'or, parce que c'est une valeur sûre, ou encore dans l'immobilier, dans la pierre, ou alors tout simplement garder son épargne à la banque en attendant. Vous, qu'est-ce que vous conseilleriez en tant qu'économiste ? Alors moi, en tant qu'économiste, je suis peut-être pas le mieux placé pour donner des conseils. En revanche, comme je vous l'ai dit, sur l'immobilier, voilà, peut-être que en termes de timing, c'est peut-être pas le meilleur moment, parce qu'avec une remontée des taux qui arrive et des prix qui sont encore hauts, il est potentiel que les prix diminuent. Il est possible, qu'avec l'augmentation des taux, les prix immobiliers diminuent, et donc vous ne voulez peut-être pas acheter maintenant si c'est potentiellement un point haut. Mais si les taux augmentent encore plus, est-ce que c'est pas pire ? Si les taux augmentent encore plus, en fait, c'est un jeu de vase communicant. C'est-à-dire que si les taux augmentent, vous allez avoir de fortes mensualités et potentiellement, vous paierez moins cher votre bien. Parce qu'il y aura moins d'acheteurs. Exactement. Si les taux baissent, certes, vous avez des mensualités plus petites, mais vous allez acheter plus cher. Donc, le tout, c'est de trouver le bon moment où vous avez des mensualités qui vous conviennent et où le marché immobilier ne continue pas à diminuer ou à baisser. Voilà. Et alors, ceux qui disent qu'il faut investir dans l'or, vous pensez que c'est une... Vous en pensez quoi ? La problématique, c'est que l'or, c'est une valeur refuge vers laquelle on se tourne si on pense que tout va s'effondrer. Est-ce que tout va s'effondrer ? Voilà. Et donc, ça veut dire que vous n'avez plus confiance dans la pierre, vous n'avez plus confiance dans les actions, et vous n'avez plus confiance dans l'euro. Voilà. Si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez investir dans l'or, parce que l'or, c'est la valeur, effectivement, qu'on dit refuge par excellence, puisque voilà, c'est matériel, c'est physique, et de par sa rareté, ça a une certaine valeur. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? C'est pas que je suis... Tout va s'effondrer, vous ne partagez pas cette analyse je pense pas que l'ensemble du système va s'effondrer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on le voit très certainement sur les marchés financiers, on va avoir une correction assez importante à mesure que les taux augmentent et que la situation économique va rester un peu incertaine avec des risques. Certainement que les marchés vont se corriger. Et donc, c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir. En revanche, lorsque les taux augmentent, vous avez plutôt intérêt à acheter ou à investir sur des produits de taux, justement. C'est-à-dire ce qui est indexé sur de la dette. Puisque là, les gens qui vont s'endetter vont payer plus cher. Bien écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Blast, Anoko Anatan. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Clairement, l'inflation est un sujet qui va rester dans l'actualité et nous referons très probablement des émissions à ce sujet sur Blast. Nous essayons de donner la parole à des points de vue différents, alors n'hésitez pas à mentionner en commentaire des économistes que vous jugez compétents sur ces questions et qui pourraient avoir une analyse venant compléter celle que nous avons déjà réalisée ici. Enfin, à Blast, on réfléchit au sujet d'économie que nous allons publier cet été. Alors n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire s'il y a des thématiques en particulier que vous voudriez voir traitées ici, mais que vous auriez envie de visionner en plein milieu du mois d'août par exemple. Et avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr, histoire que je puisse moi aussi indexer mon salaire sur l'inflation. Et moi je vous dis à bientôt.